Laissons-nous guider par le plaisir. C'est en ces termes que Jacopo Foscari s'adressa à Lucrezia Tornabuoni en 1436, peu après qu'elle soit arrivée à Venise. Mais qui était donc ce fameux Jacopo Foscari qui s'exprimait ainsi? En fait, un fils du doge de Venise, Francesco Foscari, qui se désolait d'ailleurs de constater que l'adolescent se dispersait beaucoup dans les joies du libertinage au lieu de se préparer à la gestion des affaires de la République, d'autant plus que 2 ans plus tard, après que son frère Domenico eut été frappé mortellement par la peste, il sera le seul fils survivant de la grande famille, appelé de ce fait à un éminent destin. Mais le sort en décida autrement. En 1451, après avoir été dénoncé et accusé de meurtre, à tort semble-t-il, par un individu pourtant reconnu de moralité plus que douteuse, Jacopo fut condamné à l'exil. Accusé de surcroît d'entretenir une correspondance suspecte avec le condottiere Francesco Sforza, au service de Milan, avant d'en devenir duc en 1450, et donc de ce fait ennemi de Venise, le malheureux Jacopo ne survécut pas à ces conditions de vie éprouvantes et mourut en 1457 à l'âge de 41 ans. Quant à Lucrezia Tornabuoni, qui avait su résister aux avances du frivole Jacopo, qui était-elle? Tout simplement l'épouse de Piero de Médicis, fils de Cosimo de Médicis ou Medici. En 1433, Cosimo de Médicis avait été condamné à un exil de 10 ans par la seigneurie de Florence dirigée par le gonfalonier Guadagni, suite à une machination ourdie par le puissant noble Rinaldo d'Albizzi. En 1429, 4 ans plus tôt, Cosimo de Médicis avait pris la succession de son père Giovanni, commerçant puis banquier avisé, qui fut à l'origine de l'envol et de la richesse de Florence et de la prestigieuse dynastie des Médicis, qui virent leur destin inexorablement lié à celui de l'opulente cité. Le patriarche Giovanni était lui-même mort dans des circonstances étranges, empoisonné alors qu'il dégustait des raisins de son verger, probablement du fait d'un de ses serviteurs. Ceci entraîna la prise de pouvoir de Cosimo, son fils aîné, qui entra vite en conflit avec le seigneur d'Albizzi, qui lui reprochait, entre autres, les dépenses somptuaires consacrées à l'érection, à l'édification de la magnifique cathédrale. Cependant, depuis des siècles, cette merveille financée par Cosimo contribue à la notoriété de la ville. Elle fut l'œuvre de l'architecte de génie Filippo Brunelleschi. Durant le séjour forcé de Cosimo à Venise, son épouse, Contessina de Bardi, resta à Florence pour veiller aux affaires et aux intérêts de la banque et de la famille, tandis que Laurent, frère de Cosimo et futur époux de Ginevria Cavalcanti, de la riche famille des Cavalcanti de Mantoue, avait accompagné ce dernier à Venise. Un Laurent qu'il ne faut pas confondre avec un autre Laurent, bien connu sous le surnom flatteur de Laurent le Magnifique, car en fait, dans la longue saga des Médicis, tous les noms apparaissent au moins 2 fois, sinon 3, ce qui rend l'histoire souvent inextricable. Mais pour en venir à Lucrezia Tornabuoni, elle était donc bien l'épouse de Piero, fils de Cosimo, parfois dit Cosimo l'Ancien, ce Piero qui avait lui aussi accompagné son père durant l'exil vénitien. Et c'est ce même Piero qui sera le père du deuxième Laurent, ce fameux Laurent le Magnifique dont venons de parler. Durant son séjour à Venise, Cosimo eut toutefois un enfant d'une esclave achetée sur le marché de Gênes qui avait été mise à son service par le doge pour l'espionner. En revanche, il semble que la chaste Contessina, restée à Florence, ne succomba pas aux avances de son ami d'enfance, le beau Messire Contarini, issu d'une grande famille de Mantoue, enrichi dans le négoce des tissus, qui se démena pour conquérir son cœur, mais sans succès, semble-t-il. Contessina resta fidèle à Cosimo, avec qui elle avait été cependant mariée plus ou moins contre son gré, par suite d'une négociation purement commerciale,
menée entre les deux chefs de famille Médicis et de Bardi. Mais par suite d'une révolte survenue à Florence et par un étrange retournement de situation, Cosimo vit son exil abrégé et puis rentrer prématurément à Florence au bout d'un an, en 1434 donc. Et c'est Albizzi qui à son tour se retrouva emprisonné dans la forteresse même qui avait hébergé Cosimo avant son exil. Faisant preuve de magnanimité, du moins en apparence, Cosimo plaida pour faire condamner Albizzi à l'exil, contrairement à nombre d'autres notables qui réclamaient sa mort. Mais il semble que cette indulgence ne fut qu'une feinte et une manœuvre de basse politique, car peu après qu'Albizzi et son fils Ormano eurent franchi les portes de la ville, ils furent assassinés par des mercenaires venus de Livourne qu'Albizzi lui-même avait payé pour occuper la ville. Sachant que les mercenaires sont a priori des gens peu fiables, il a été supposé que c'est Cosimo lui-même qui, après avoir financé leur départ, avait également payé pour qu'il le débarrasse de son rival. La même situation s'était déjà produite quelques années auparavant. Des mercenaires commandés par le condottiere Francesco Sforza, qui n'était alors pas encore duc de Milan, mais à la solde de ce dernier, Filippo Visconti, faisaient le siège de la ville de Lucca, appartenant à la mouvance de Florence. Cosimo, n'ayant pas d'armée capable d'affronter les troupes de Sforza, avait préféré acheter ce dernier pour qu'il lève le siège, trahissant de ce fait Filippo Visconti, ce qui ne l'empêchera pas, peu après, d'en épouser la fille, préparant ainsi sa prise de pouvoir et sa nomination comme nouveau duc de Milan à la mort de Filippo, ce qui l'amena à créer de ce fait une nouvelle dynastie milanaise. On notera d'ailleurs que ces pratiques consistant à acheter des notables, puissants soldats ou autres, étaient monnaie courante à l'époque, mais peut-être pas seulement, direz-vous, au rythme des guerres incessantes qui désolaient périodiquement la péninsule, opposant régulièrement les principautés majeures, Venise, Milan, Florence ou Gênes, bénéficiant d'alliances ou contre-alliances de circonstances avec d'autres villes de moindre importance, Mantoue, Padoue, etc. Selon le contexte et les intérêts du moment, l'ami d'hier pouvait devenir, quelques années plus tard, l'ennemi d'aujourd'hui et inversement. Tout cela conformément à l'image des guerres intestines qui opposèrent pendant des décennies les camps connus sous les noms de Guelfes et Gibelins, soutenus les uns et les autres par les grandes familles des Doria, Grimaldi, Fieschi, Spinola ou autres. Mais même la papauté n'était pas à l'abri de ces manœuvres militaires ou financières. On peut citer notamment le cas de l'amiral Baldassare Cossa, élu pape en 1410 sous le nom de Jean XXIII, grâce à l'argent de Cosimo, qui avait littéralement acheté, c'est-à-dire corrompu, les membres du conclave participant à l'élection pontificale, car Cossa s'était engagé, s'il était élu, à octroyer aux banquiers Médicis la gestion très lucrative des comptes pontificaux. En fait d'amiral, Cossa n'était en réalité qu'un vulgaire ancien pirate, reconverti par la suite en condottiere, c'est-à-dire mercenaire, qui avait pu accéder au statut de cardinal grâce à l'argent provenant de ses actions criminelles, notamment le pillage de la ville de Bologne, ainsi que de son entregent et du réseau de relations qu'il avait su se forger. Notamment, il avait réussi à se faire nommer cardinal par le pape Boniface IX, dont il avait su devenir un familier. Le fait de porter la robe de cardinal lui donnait le droit de postuler à l'élection pontificale, ce qu'il tenta donc avec succès et réussit en 1410. Et c'est ainsi que l'ancien pirate put accéder à la fonction suprême de représentant de Dieu sur terre. Mais en 1415, il fut emprisonné 2 ans, au titre de 70 chefs d'inculpation, réels ou inventés, justifiés ou pas, notamment viol, sodomie, inceste, torture et meurtre. Ceci entraîna sa destitution, survenue peu après. Le qualificatif et le titre de Jean XXIII lui furent alors retirés. Ils seront attribués en 1958
à Angelo Roncalli. Plus tard, en 1434, lorsque les troupes de Visconti, duc de Milan, de 1412 à 1447, commandées par Francesco Sforza, occupèrent Rome et fomentèrent une révolte qui mit en fuite le pape Eugène IV, vénitien et donc hostile aux Milanais, celui-ci vint se réfugier à Florence. Et c'est encore l'argent des Médicis qui permet de financer une armée dirigée par le redoutable cardinal-soldat Vitelleschi, qui, au terme de combats d'une férocité et d'une cruauté effroyables, permit de rétablir Eugène IV dans ses fonctions en 1443. L'histoire a retenu que ce fut là le quatrième sac et pillage de Rome, après ceux de 410 et de 455, commis respectivement par les Visigoths d'Alaric, puis les Vandales de Genséric. En 546 survint le sac des Ostrogoths. Le cinquième, celui de 1527, fut perpétré par les troupes dites impériales de Charles Quint, commandées par Charles III de Bourbon. En fait, on considère généralement que la dynastie des Médicis ou Medici s'étendit durant 3 siècles, de 1434 à 1737, avec une interruption entre 1494 et 1498, période de la dictature théocratique instituée par Girolamo Savonarola, sorte de moine intégriste excessivement vertueux qui n'obtint pas l'assentiment d'une grande partie de la population florentine au point qu'il termina sa vie pendu et brûlé vif. Mais le macabre bûcher annonça le déclin de la prestigieuse cité toscane, qui ne connaîtra plus jamais la grandeur qu'elle avait connue lors de son apogée sous le règne de Laurent le Magnifique, mécène fastueux et généreux qui dirigea la ville de 1469 à 1492. Cette époque fut caractérisée par l'apparition d'artistes illustres du nom de Botticelli, Verrocchio, Donatello ou Michelangelo, mais aussi, comme toujours, par des troubles et rivalités incessantes, notamment la conjuration des Pazzi qui entraîna l'assassinat de Giuliano, leur frère de Laurent. Le Magnifique fut d'ailleurs lui-même blessé dans l'attentat perpétré dans une église. Les descendants du patriarche Giovanni semblaient avoir oublié depuis longtemps les préceptes que lui-même enseignait. Soyez humbles, n'exhibez pas votre richesse, ne cherchez pas à susciter la convoitise ou la jalousie. Giovanni mettait d'ailleurs ces préceptes en application, se déplaçant toujours sur un vieil âne, vêtu d'un méchant manteau de drap ou de bure, sachant pertinemment qu'à chaque coin de rue ou de bois, on risquait de perdre la bourse ou la vie dans cette société cruelle, si on exhumait trop sa richesse. Et on dit même qu'il aurait jeté au feu un vêtement de son fils, Laurent l'aîné, estimant qu'il était trop voyant et luxuriant. La famille Médicis a donné 3 papes à Rome et 2 reines à la France. Catherine de Médicis, épouse de Henri II, reine de 1547 à 1559, et elle-même mère de 3 rois, Henri III, François II et Charles IX, dont le règne fut endeuillé par la Saint-Barthélemy, puis Marie de Médicis, seconde épouse de Henri IV, après Marguerite de Valois, reine de France et de Navarre, de 1600 à 1610, date de l'assassinat de ce dernier, et Marie de Médicis, mère de Louis XIII. La République de Venise fut détruite en 1800 par les troupes napoléoniennes. Sa partie orientale, la côte dalmate, l'actuelle Croatie, devint même un département français. À la Restauration, la Vénétie fut réintégrée à ce qui allait devenir l'Empire austro-hongrois, comme la Lombardie et toute l'Italie du Nord, à l'exception du royaume de Piémont-Sardaigne. Après la grande tuerie d'autodestruction de l'Europe de 1914-1918, l'Empire austro-hongrois fut démantelé. La Croatie fut intégrée à la première version de la Yougoslavie, nouvellement créée,
le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, tandis que Trieste, le grand port de guerre de cet ancien empire austro-hongrois, fut attribué à l'Italie, qui s'était rangée du côté des futurs vainqueurs en 1915, contre d'ailleurs la volonté de son peuple qui voulait rester neutre. Filippo Visconti, à qui il a été fait allusion plus haut, fut le troisième duc de Milan. Personnage affligé d'un physique très peu avantageux, reconnu quelque peu rachitique même, il s'avéra en revanche doué d'un sens politique très développé, qui lui permet d'agrandir considérablement le duché, malgré des conflits perpétuels entretenus avec les autres entités telles Florence, Venise ou la papauté. À sa mort, en 1447, la Lombardie débordait largement de ses frontières territoriales actuelles. On peut comparer Filippo Visconti à Octave, personnage fluet et boitillant, mais doté lui aussi d'un fort sens politique qui lui permit de vaincre le vigoureux soldat Marc-Antoine, tombé sous les griffes de Cléopâtre, puis de devenir premier empereur de Rome, sous le nom d'Auguste, et d'établir la Pax Romana, qui mit fin à de cruelles guerres civiles qui faisaient des coupes sombres dans la population romaine depuis des décennies. C'est à Jean Galeas Visconti, ancêtre de Filippo, que l'on doit la construction d'une des plus belles cathédrales du monde, il Duomo de Milan, dont une statue culmine à 108 mètres de hauteur. Des millions de gens ne le savent pas, mais ils portent presque sur eux, chaque jour, la marque des Visconti, car la calandre des rutilantes Alfa Romeo s'orne toujours du logo de la marque, avec à gauche le drapeau des tribus celtes de Lombardie, et à droite il Biccione, le serpent vert, emblème des Visconti. Mais à Milan, on peut admirer une autre merveille. C'est un magnifique château, bordé de très longues et hautes murailles, le château des Sforza, les ducs de Milan qui ont succédé aux Visconti. Le premier de la dynastie fut le célèbre Francesco, condottiere lui-même et fils de condottiere, qui se vendait au plus offrant et qui devint gendre de Filippo Visconti du fait de son mariage avec sa fille illégitime Bianca Maria. Il fut souvent considéré comme l'homme le plus puissant d'Italie. On lui attribue au moins 14 enfants illégitimes, en plus de ses 7 enfants officiels. En 1515, à la bataille de Marignan, François Ier fit combattre dans les rangs adverses un descendant de Francesco, Maximilien Sforza. Et 10 ans plus tard, à Pavie, en 1525, François Ier connut une défaite cinglante face aux troupes de son cousin Charles Quint, déroute qui entraîna sa capture et son emprisonnement en Espagne pendant 1 an en attendant le versement d'une rançon. Et c'est précisément parce qu'il avait pour arrière-grand-mère une certaine Valentine Visconti que François Ier s'était lancé dans cette aventure folle visant à lui permettre de s'emparer de ce qu'il considérait comme son bien du fait de cette ascendance, le duché de Milan. François Ier n'avait pas écouté les conseils avisés de sa mère Louise de Savoie qui, pressentant le désastre, avait tout fait pour tenter de le dissuader. En 1848 eut lieu en Lombardie une rébellion indépendantiste qui fut matée par le général autrichien Radetzky. Ceci donna lieu à la réalisation par Johann Strauss de la fameuse valse connue sous le nom de Marche de Radetzky. Mais 11 ans plus tard, en 1859, ce fut l'inverse qui se produisit. L'armée du royaume de Piémont-Sardaigne plutôt, soutenue par des troupes envoyées par Napoléon III, vainquit les Austro-Hongrois à Magenta et Solferino, ce qui permit au roi Victor Emmanuel II de réaliser son projet de naissance, création et unification du royaume d'Italie en 1861. 5 ans plus tard, la Vénétie y fut annexée. Étrangement, c'est le fait d'avoir été l'objet d'une tentative d'assassinat menée par l'indépendantiste italien Orsini qui amena Napoléon III, rejoint par le célèbre Garibaldi, à entrer en guerre dans le camp de celui qui avait failli le tuer.
la terrible bataille de Solferino fut à l'origine de la création de la Croix-Rouge. Le banquier genevois Henri Dunant, qui se trouvait présent sur les lieux par hasard, fut témoin des atrocités commises, les artilleurs tirant au canon sur les gens d'en face rangés en ligne, comme cela se faisait lors des batailles napoléoniennes et celles de la guerre de sécession. Dunant fut tellement horrifié par le spectacle des 38 000 morts démembrés et des blessés agonisant pendant des heures, sans soins, sans eau, sans assistance, que, hanté par ces images d'apocalypse, il décida de consacrer sa vie et sa fortune à l'élaboration d'une société destinée à alléger les souffrances des malheureux soldats victimes des tueries de la guerre. Le malheureux humaniste remplit si bien la mission qu'il s'était confiée qu'il termina sa vie ruiné, errant de ci de là en ermite solitaire.